De retour sur notre plateau ici à Région de France, après ce témoignage important de Benoît Hamon, président d'ESS France et instigateur de la loi de 2014, j'ai l'immense plaisir d'accueillir des invités de marque. D'abord, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, ministre déléguée en charge de l'ESS, de l'intéressement et de la participation. Bonjour Madame la ministre. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Monsieur Pierre-René Lemas, président de France Active, avec qui nous co-organisons cet événement qui va peut-être commencer à devenir une institution. Enfin, nous verrons bien. J'espère. Bonjour, Monsieur Lemas. Bonjour. Et enfin, Madame Carole Delga, présidente de Région de France et de la région Occitanie, à qui je vais évidemment céder la parole pour ce mot d'introduction, introduire cet atelier consacré aux perspectives qu'il convient de donner à l'ESS dans les 10 prochaines années. Je vous cède la parole, Madame la Présidente. Merci. Merci Madame la Ministre d'être à nos côtés. Merci Pierre-René pour ton investissement au niveau de France Active, mais aussi pour le partenariat que nous avons au niveau des régions. Nous avons un attachement particulier, les régions de France, à l'économie sociale et solidaire, parce que nous savons que c'est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire qu'on arrive à avoir la plasticité, l'adaptabilité qui est absolument nécessaire pour créer un collectif à l'échelle d'un territoire, pour aussi permettre d'avoir une mobilisation des salariés, mais aussi une mobilisation citoyenne sur l'aspect de l'économie. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est important qu'elle soit à Bercy, parce qu'on doit démontrer que c'est bien dans le secteur économique, que ce n'est pas juste un aspect de réparation ou de solidarité, que c'est vraiment dans le temple de l'économie en France, mais que pour autant, les spécificités de l'économie sociale et solidaire sont toujours très présentes, que ce soit sur la question de la coopération. Nous avons plusieurs défis à relever en France. Un défi budgétaire, tout d'abord. Il faut que la France retrouve sa stabilité, la confiance auprès des marchés financiers. C'est une question de souveraineté. Nous avons aussi la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités sociales. Et l'économie sociale et solidaire permet de créer ce collectif. Nous n'arriverons à surmonter l'ensemble de ces défis si nous sommes un collectif public-privé, collectif État-région, on va dire État-collectivité locale, aussi collectif avec les associations. Et ça, c'est vraiment cette mode de coopération, il infuse dans les esprits, il démontre que c'est la condition première de la réussite. Ensuite, c'est la question du lien au territoire. L'économie sociale et solidaire permet de prendre en compte les spécificités d'un territoire, les opportunités, et aussi d'avoir un diagnostic lucide sur les fragilités. Et donc, cette adaptabilité est absolument indispensable dans le moment où les Français nous demandent d'avoir des politiques qui soient adaptées à leur réalité de vie. Et puis, c'est la question de l'innovation. Je suis très attachée à ce que l'économie sociale et solidaire garde vraiment ce temps d'avance sur l'innovation, sur comment on crée de nouvelles formes d'association, bien sûr, des salariés, sur la question d'une répartition équitable des profits, et puis aussi sur de nouvelles façons, Benoît Hamon l'a dit, d'intervenir pour les personnes vulnérables, que nous ne soyons pas dans un champ juste libéral pour les personnes vulnérables, parce que là, sinon, à ce moment-là, on ne respecte pas la dignité de ces personnes-là. Et pour la question de l'humanisme, c'est essentiel de mettre le respect de la personne humaine en premier. Et puis, c'est également d'avoir de nouvelles formes de coopération qui peuvent être avec différentes formes de coopération qui ne sont pas du même niveau selon les coopérateurs ou selon aussi les objectifs. Et donc moi je pense qu'on doit démontrer que nous avons une capacité d'adaptation, que nous avons une capacité de résilience et que c'est vraiment un message d'énergie positive. Voilà. Alors justement, après l'adoption de la loi Hamon à l'unanimité, vous avez été ministre chargé de l'ESS et donc chargé de donner
ce premier élan directement à cette loi. Qu'est-ce que vous en retenez de cette période, justement, de dynamisme autour de cette loi? Alors là, j'avais quand même une mission qui était très facilitée parce que c'était une très bonne loi. C'était une très bonne loi qui était très bien pensée, où il y avait eu une vraie concertation, où on avait su toujours porter un vrai message politique, mais avec des outils financiers qui étaient opérationnels. C'est-à-dire, ce n'était pas une loi juste de bonne intention. C'était une loi qui affichait clairement ses convictions, mais mettait tous les dispositifs opérationnels. Et on sait bien que dans la question du financement, il faut avoir une forte technicité, mais elle était présente. Donc pour moi, après de prendre les décrets d'application, ça a été objectivement assez simplifié. Puis 10 ans après, il est toujours important d'évaluer. On voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de points qui ont été vraiment jugés non pertinents, non efficaces, enfin inefficaces ou obsolètes. On voit quand même qu'elle a toute son actualité. Donc c'est vrai que c'était un sujet dans mon ministère qui était assez large. C'était un sujet qui était quand même en dynamique positive. C'était assez facile à porter. Ça, c'est vraiment Benoît Hamon en tant que ministre qui avait fait tout ce travail de concertation, mais aussi, on peut le dire, en étant de gauche et socialiste, souvent on peut en fait avoir une caricature de la gauche qui ne veut pas mettre les mains dans le cambouis, qui veut rester que sur les bonnes intentions. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, on n'a pas été juste dans le déclaratif. On a été cette gauche qui s'est bien confrontée au réel, à la technique budgétaire, à la réalité du financement bancaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a su rassembler, je veux dire, toutes les forces politiques sur ce sujet, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, au niveau des régions de France. Les politiques portées par les présidents de région sur l'économie sociale et solidaire, elles ne dépendent pas du tout de la sensibilité politique. Il y a un vrai investissement. Parce que nous, quand on est président de région, ce qu'on veut, c'est la réussite de la France. Et on est tous très attachés, les présidents de région, à l'insertion par le travail. Nous pensons que la France du travail, c'est celle qui est fraternelle et généreuse. Alors, Monsieur Lema, la présidente Delga a rappelé justement que la loi a apporté une reconnaissance juridique et politique essentielle à l'ESS. À l'époque, vous étiez secrétaire général de l'Élysée. Vous avez aussi, à la suite de ça, choisi de vous engager en faveur de cette économie. Avec 10 ans de recul, quels sont selon vous les principaux succès de cette loi dans le développement de l'ESS et surtout de son financement qu'évoquait la présidente Delga? D'abord, 10 ans après, c'est vrai que la loi, comme le disait Madame la Présidente, elle reste robuste, elle reste solide. Voilà. Moi, je suis très honoré, très flatté d'être comme ça entre... Madame la ministre d'un côté, Madame la présidente des présidentes de région de l'autre, pour donner mon point de vue. C'est une bonne loi, voilà. J'ai tendance à dire que quand on a une bonne loi, il faut comme ne la corriger, ne l'adapter, ne la modifier que, comme disait l'autre, d'une main tremblante. Quand on a une bonne loi, surtout votée à l'unanimité du Parlement, vous imaginez aujourd'hui, c'est un bien précieux. Nous n'y touchons plutôt pas. C'est mon point de vue. Elle a permis de créer deux choses. La première, c'est très français, mais c'était nécessaire, c'est d'avoir un statut. Voilà, une définition. L'économie sociale et solidaire, voilà, c'est au croisement d'une réflexion qui démarre au siècle dernier avec Léon Bourgeois, qui croise les grandes ambitions du général de Gaulle sur la participation, et puis les revendications syndicales, notamment, sur la démocratisation de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est au croisement de beaucoup d'idées. Mais il fallait encore définir de quoi on parlait, et donc donner un statut. Et je pense que le statut des justes est un bon statut, d'autant meilleur qu'en réalité, il permet de garantir démocratie, objectif social, lucrativité limitée. Mais enfin, on dit à ces entreprises, vous avez un objectif social, mais en même temps, vous n'êtes pas là pour dépenser de l'argent public, vous devez être dans l'économie réelle et vous devez faire des profits. Alors, vous les remettez dans la boîte, mais vous devez être des acteurs économiques performants. Ça, c'est bien. Et au-delà des us,
on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément le statut coopératif, qui peuvent avoir le statut de société anonyme ou autre, qui participent de la même dynamique. Voilà. Donc je pense que c'est le premier rapport, il ne faut pas y toucher, à mon sens. Le deuxième apport, c'est que ça a permis de créer une dynamique. Ça, alors, pas rentrer dans les débats juridiques sur la loi, mais ça a permis de créer une dynamique, et notamment une dynamique territoriale. Solidarité, développement économique et territoire, c'est les trois grands thèmes. L'économie, elle n'est pas hors sol, elle est sur les territoires. Et donc, cette dynamique, moi j'ai envie de vous donner un seul chiffre pour parler de France Active en tant qu'acteur, parce qu'on est quand même le principal financeur de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Ça représente depuis 10 ans 18 000 projets, quelque chose comme 18 000 projets. Voilà. Et ça représente 2 milliards 7 ou 8 d'euros qui ont été mobilisés depuis cette période, si je prends l'ensemble des acteurs. Donc, cette capacité de mobilisation, je pense qu'elle n'aurait pas été imaginable si on n'avait pas eu ce socle législatif. Voilà, alors il reste des choses à faire, Madame la Ministre, et je sais que vous y êtes attelée, il reste beaucoup de choses à faire, mais ne touchons pas au socle. Et tout ce qui, à mon sens, doit être fait désormais, comme disait Madame la Présidente, c'est autour d'une thématique simple, c'est la coopération. La coopération. La coopération pour créer des filières au sein de l'économie sociale et solidaire, pour créer du développement, pour savoir travailler avec tous les acteurs, y compris l'économie, je ne sais pas comment l'appeler, l'économie de droit commun. Voilà. Et cette forme de coopération, à mon avis, c'est l'avenir de l'économie sociale et solidaire, et c'est comme ça qu'elle deviendra progressivement, à mon sens, il faut rêver parfois, il faut avoir quelques utopies dans la vie. Elle va un jour ou l'autre finir par absorber une bonne partie de l'économie classique. C'est un message fort là, que vous envoyez. Peut-être me tourner vers Madame la Ministre. Vous savez, la constitution du gouvernement, vous le savez, vous étiez particulièrement entendu à ce moment-là. Le rattachement de votre ministère à Bercy, ça a été évoqué, était aussi quelque chose de fortement souhaité par les acteurs de l'ESS, autant qu'un budget à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, où ces trois critères semblent s'aligner, comment vous abordez les prochains mois, justement, et au regard notamment des messages que M. Lema a déjà envoyés? Alors déjà, vous dire que moi, je suis très, très heureuse d'être ici aux côtés de la présidente ancienne ministre de l'ESS, voilà, et à côté de vous aussi, Monsieur le Président, vraiment, durant ces 2 derniers mois, et notamment durant ce mois de novembre, je crois avoir quasiment rencontré tout ce qui compte dans l'ESS, et c'est vraiment une vraie chance. Comme vous disiez, on était attendu sur la création d'un ministère dévolu à l'ESS, parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, et qu'il y avait un problème aussi, il faut se le dire, de reconnaissance des acteurs, qui se disaient, mais au milieu de très très nombreuses attributions, comment peut-on prendre à bras-le-corps ce sujet? Donc ça, vous disiez, première réponse à une attente. À Bercy, moi j'avoue que j'entends le fait que tout le monde se réjouisse du fait qu'on soit à Bercy, notamment pour l'aspect c'est une économie pleine et entière, et donc nous souhaitons qu'elle soit là. J'avoue que j'ai eu quelques doutes. Les doutes sont passés, mais j'ai eu quelques doutes en me disant est-ce que quand même cette maison qui est très très impressionnante, parfois dans l'état difficile à bouger, est-ce que c'était vraiment là qu'il fallait être? Ça y est, je suis convaincue que c'était vraiment là où il fallait être. Proche du budget. Mais j'avoue, proche du budget, voilà. Mais j'avoue que j'ai eu quelques périodes de doute au départ en me disant est-ce qu'en effet on ne serait pas plus simple peut-être du côté du ministère du Travail au regard de ce qu'on a parfois à faire ensemble. Je vous dis, je n'ai plus de doute aujourd'hui, donc c'est parfait. Et ça coche la deuxième case de la volonté des acteurs. Sur le troisième point, c'était en effet là que j'ai pas eu un cadeau en arrivant, pour tout vous dire. Parce que quand en effet vous arrivez et que 15 jours plus tard on vous annonce que votre budget va baisser de 25%, vous vous dites c'est quoi l'idée? C'était quoi l'idée de créer ce ministère et de faire ça? La réalité, c'est que en effet, Michel Barnier, nous n'avons pas pu donner des empreintes politiques à ce budget en 15 jours et qu'il était nécessaire que le gouvernement, par le biais d'amendements qui a été déposé
à l'Assemblée nationale et qui sera déposé à partir de la semaine prochaine au Sénat, eh bien, puisse montrer une volonté politique forte. Donc, en effet, on aura 30% de plus que l'année dernière, ce qui, je crois, est une nouvelle forme de reconnaissance pour les acteurs de l'ESS. Et donc, ça a demandé une vraie bataille, parce que dans un contexte où, en effet, à l'égard de vos collègues, tout le monde est obligé de faire des économies, eh ben, ce n'était pas obligatoirement super facile. Il a fallu expliquer à quel point c'était indispensable. Je crois que le fait que ça ait été aussi entendu résulte du contexte particulièrement difficile dans lequel nous sommes. Et là, je veux aussi appeler votre attention. Probablement que si la situation était facile, eh bien, j'aurais peut-être pas obtenu satisfaction. Là, ce que j'ai plaidé, eh bien, ça a été, comme vous le disiez, Madame la Présidente, le fait que cette économie, elle est au plus proche des territoires. Et que quand on a une difficulté, avant que l'économie conventionnelle n'ose y aller, eh bien, il y a des essais de l'économie sociale et solidaire. Et dans des périodes difficiles, eh bien, on a besoin de cette souplesse, on a besoin de cette adaptabilité, on a besoin que des acteurs puissent nous aider à répondre, et ça je parle, quand je dis nous, c'est plutôt avec ma casquette d'élu local, nous avons besoin eh bien, d'avoir des personnes avec qui communiquer, à trouver des solutions aux urgences que nous rencontrons sur le terrain. Donc vous l'avez dit, eh bien, en effet, je pense que les choses sont alignées. Maintenant, la suite. La suite, elle se bâtit pas seulement dans un bureau à Bercy. Elle se bâtit parce que j'ai beaucoup écouté les uns et les autres et que je retiens ce qui a été fait, la méthode qui a été employée en 2014. Elle se co-construit. Donc, ce n'est pas la ministre qui présentera une feuille de route totalement définie. Je n'ai pas encore d'opinion totalement arrêtée. Il y a un projet de loi, vous le savez, dans les cartons. Je suis d'accord avec vous que quand on a quelque chose qui a bien fonctionné, eh bien, il faut se poser les bonnes questions, même si nous le savons, et c'est pas rien aujourd'hui, sur ce sujet, nous pouvons non plus faire l'unanimité, puisque il faut tout de même rappeler que les élus du Rassemblement national considèrent que c'est une économie absolument stupide, marxiste, caricaturale. Apparemment, ils ne savent pas ce que c'est que l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. Mais en tous les cas, on pourrait avoir une vraie majorité. On pourrait avoir une vraie majorité. Encore faut-il que ça puisse avoir vraiment du sens. Et j'avoue que là-dessus, je n'ai pas encore complètement arrêté la feuille de route. Donc voilà, un travail d'abord avec les acteurs et ensuite, probablement à la rentrée, une présentation d'une feuille de route. Pas seulement à la rentrée, notamment un vrai partage des premières intuitions lors de la réunion du Conseil supérieur de l'ESS, qui est une instance extrêmement importante début décembre. Très bien. Madame la Présidente, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les régions élaborent des stratégies économiques. En région Occitanie, vous en avez même fait un véritable levier pour la transformation sociale et écologique des territoires, donc l'ESS comme levier de cette transformation. En quoi la région est selon vous le bon échelon justement pour porter ces stratégies territoriales et emporter avec elles l'ensemble des acteurs ? J'ai toujours défendu les grandes régions, puisque j'ai été vice-présidente de la région Midi-Pyrénées avant d'être députée et secrétaire d'État. Mais j'ai toujours défendu les grandes régions. Et s'il ne devait y avoir qu'un argument pour les grandes régions, c'est la question des filières économiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir des régions qui ont une plus grande taille. Normandie, Madame la ministre a été vice-présidente de la région Normandie. À travers sa nouvelle taille, a acquis une force et une capacité à créer de nouvelles filières économiques. Et c'est pour ça que le bon échelon, c'est la région, parce que là, on a une capacité de créer une filière de bout en bout et de l'adapter au territoire. C'est-à-dire, on met en place les outils financiers, très souvent en lien avec France Active, mais voilà, on sait avoir là aussi des outils financiers qui s'adaptent aux réalités de terrain, et d'avoir une déclinaison sur tous les champs, parce que l'économie sociale et solidaire, ça peut être aussi bien pour les personnes vulnérables dont on parlait avec Benoît et sur lesquelles on a des idées, mais aussi sur la question industrielle. Voilà. Donc là, il faut avoir une force en termes clairs d'assises financières. Il faut avoir une force juridique pour être un bon binôme avec les CRES, voilà, pour pouvoir
accompagner la reprise ou l'idée, tout simplement. Et puis, il faut avoir des outils financiers, il faut avoir une bonne assise pour faire les avances, ainsi de suite. Mais en même temps, il faut avoir une capacité à s'adapter. Et la région Normandie, comme la région Île-de-France ou la région Grand Est ou l'Occitanie, on travaille au niveau des bassins d'emploi, des bassins de vie. Et c'est ce qui permet d'avoir cette résilience et dans des moments complexes. C'est ce qui permet de faire que la moindre capacité de créer un emploi avec une utilité sociale au sens large du terme, qu'elle soit dans la solidarité, qu'elle soit dans l'environnement, qu'elle soit dans la souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique. On a de belles entreprises aussi sur ce sujet-là. Eh bien, là, on peut le faire. C'est 1,2 milliard quand même consacré par les régions à l'économie sociale et solidaire. C'est très significatif. Et c'est vrai que nous avons, au niveau de ces nouvelles régions qui ont été mises en place, plus grandes par la taille, plus fortes aussi par les missions qui ont été confiées aux régions, mais nous avons la capacité de mieux structurer et en même temps d'avoir l'adaptabilité. Les départements agissent, alors ça dépend des départements et de leur politique, mais c'est vrai qu'ils agissent plutôt dans le volet insertion, ce qui n'est pas à négliger. Mais moi, je suis vraiment très attachée à ce qu'on rappelle la création d'emplois. C'est vrai que quand on est présidente de la région Occitanie, on est obsédé par la création d'emplois parce qu'on accueille plus de 40 000 nouveaux habitants. Et moi, je crois que par le travail, on s'élève. Voilà, moi, j'aime le travail. Je pense que la France et la République, elles sont fortes par l'accès au travail, par une rémunération digne. Et donc, quand vous accueillez 40 000 nouveaux habitants et qui sont plutôt jeunes, qu'il faut créer 25 000 emplois par an pour que le chômage n'augmente pas, eh bien, vous êtes hyper mobilisés. Et c'est pour ça que moi, j'ai été marquée qu'à un moment, on voulait présenter l'économie sociale et solidaire comme une sous-économie ou une économie de la solidarité, une économie au rabais. Non, c'est la création d'emplois. C'est de la création d'emplois durables. La résilience, la stabilité des entreprises de l'économie sociale et solidaire n'a rien à envier à des grands groupes sous des formes, on va dire, plus classiques. On parle haut de bilan, on parle de cash, on sait parler d'essaimage. Enfin, tout cela, on sait faire, des joint ventures, enfin, tout ça, on sait le faire. Voilà. Et ça, moi, je pense que la bonne échelle, c'est les régions. Ensuite, les intercommunalités, bien sûr, nous y travaillons, parce que la compétence économique, c'est important d'agir sur le bassin d'emploi et sur la réalité économique, avec certains départements, quand ils le souhaitent, sur la question de l'insertion, bien entendu, mais je ne veux pas qu'on le limite à cela. Et c'est pour ça que le partenariat que nous avons avec l'État, et donc que nous avons aussi avec Madame la Ministre, il est essentiel pour bien être sur cette question d'une filière qui a toute sa place. Et je pense qu'en effet, à Bercy, c'est essentiel. Alors, d'être présent à Bercy, parce qu'on est plus près de Bercy du Haut, parce que c'était comme ça qu'on appelait, voilà. On est plus près de Bercy du Haut pour gagner les arbitrages budgétaires, c'est pas mal, hein. La proximité physique permet d'avoir une efficacité supplémentaire. Et puis même si Bercy est assez violent dans la confrontation, on parle beaucoup de chiffres, en même temps c'est redoutable d'efficacité. Voilà. Donc moi, pour créer de l'emploi, je mise tout sur l'efficacité. Pour illustrer votre propos, ce matin, nous avions le témoignage de Roxane Kreutz qui a, avec les salariés, repris une entreprise lameusienne qui fabrique des tubes en acier inoxydable sous un format scope. C'est une illustration que je vous invite vraiment à regarder, qui était une histoire formidable, histoire de 100 ans. Monsieur Pierre-René Lemas, vous évoquez souvent justement les difficultés des structures de l'ESS à mobiliser des financements. Alors, vous avez indiqué que pas le grand soir, pas de loi cadre, mais selon vous, est-ce qu'il y aurait besoin de quelques ajustements législatifs pour renforcer les outils existants ? Vous seriez surpris si je vous disais non. Oui, il y a besoin de quelques ajustements, il y a besoin de donner un élan. D'abord, je voulais dire une chose, c'est que le rôle des régions est majeur, et plus on aidera les régions à être responsable, chef de file et responsable du développement économique, plus on aura des chances d'être efficace. Et d'ailleurs, France Active est organisée sur une base régionale. Hein. Nous sommes une sorte de fédération d'associations régionales, et c'est au niveau régional
que nous intervenons, soit sur notre métier de garantie, soit sur notre métier d'investisseur. Alors, sur ce métier d'investisseur dans l'économie sociale et solidaire, la réalité par rapport à ce qu'on disait il y a encore quelques années, ce qu'on disait à tort il y a quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'envie de faire, il y a beaucoup d'envie de créer, il y a beaucoup d'envie de développer, de passer un seuil, de passer un cap. Et une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a les moyens de financer ce type de développement, ce type d'investissement, soit pour créer, soit pour développer. Alors la réponse, elle est nuancée. La réponse, elle est nuancée parce que le législateur a prévu, par exemple, l'extension à des outils comme l'assurance vie, de la possibilité de mettre de l'argent sur des projets solidaires, des projets sociaux. Ça a eu un succès d'estime, parce que les banques et les compagnies d'assurance, bizarrement, ne se sont pas précipitées sur ce créneau. Donc, Madame la ministre, je vous l'avais dit, et vous avez eu la gentillesse de m'écouter, il faut amener les établissements financiers, le monde bancaire, le monde assurantiel, qui met sur ses affiches qu'ils sont tous super engagés, et ils le sont, d'ailleurs, ce sont nos partenaires. Enfin, ils pourraient être engagés un petit peu plus en vantant les mérites de l'investissement solidaire. Et puis, je crois à une idée que vous aviez évoquée également, Madame la Ministre, mais qui me paraît une idée forte et qui pourrait, le moment venu, faire l'objet d'une réforme législative. L'idée, c'est ce que j'appelle l'épargne salariale universelle. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne salariale, que ce soit l'épargne de retraite, l'épargne salariale, les plans sont adoptés dans le cadre de structures paritaires, souvent dans les grandes entreprises. Mais alors, les petites entreprises, les moyennes entreprises, celles qui n'ont pas de DRH, tout bêtement, celles qui fonctionnent parce qu'il y a un comptable qui leur prépare les documents financiers et comptables, en général, elles n'ont ni le temps, ni les moyens, ni souvent l'idée de développer cette épargne salariale. Et donc, une des idées que nous essayons de promouvoir, c'est l'idée qu'au-delà des grosses entreprises, toutes les entreprises devraient, si elles le veulent, promouvoir l'épargne salariale. Et donc, on devrait pouvoir imaginer les moyens d'avoir un accès à l'épargne salariale pour tous les salariés. Justement, je rebondis sur cette proposition. Madame la ministre, l'intitulé de votre ministère a pu surprendre, puisqu'il intègre à la fois l'ESS, l'intéressement et la participation. Est-ce, par rapport aux propos de M. Lemay, finalement une ambition, un projet de lier l'ESS et un financement accru en direction de l'ESS et de ses modalités de financement? Alors, ça, il faudrait poser peut-être la question au Premier ministre qui a défini ce titre. Ce que je sais, c'est qu'en effet, l'idée, c'est de se dire que c'est avant tout, comment je vais vous dire, le ministère des valeurs partagées. Pas seulement de la valeur partagée, mais peut-être des valeurs partagées. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça serait beaucoup plus facile si on disait Miss Déguet en charge des valeurs partagées que tout ce titre un peu long. Moi, je partage complètement l'analyse de Monsieur le Président. On a des vrais enjeux de collecte et de connaissance de ces outils. Peut-être que, enfin c'est pas peut-être, c'est nous avançons pour que tous ces outils soient de plus en plus connus. D'abord, à partir du 1er janvier, les entreprises de plus de 11 salariés vont être contraints d'avoir des outils de partage de la valeur. Vous vous rendez compte, hélas, qu'un grand nombre d'entre eux ne sont pas informés. Donc moi, l'un de mes enjeux dans les semaines à venir, et j'ai déjà pris mon bâton de pèlerin pour le faire savoir, c'est d'aller voir les banquiers, les assureurs, les experts comptables, évidemment les régions, tous ceux qui parlent aux chefs d'entreprise, aux PME, aux TPE, pour leur dire « attention, aujourd'hui, il y a ces outils ».
Mais vous le disiez, quand on est une PME, ce n'est pas obligatoirement des outils avec lesquels nous sommes habitués à travailler. Donc on doit aussi évidemment accompagner, ça sera l'objet de présentation des objectifs que je donnerai. Moi, ce qui me surprend souvent, c'est de me dire, c'est un peu étonnant au fond d'avoir des freins quand vous êtes chef d'entreprise là-dessus. Parce que, et nous le savons tous ici, parce qu'on est très à l'écoute du terrain, quasiment l'une des premières choses que l'on nous dit quand on est confronté, non pas confronté, quand on est à l'écoute des chefs d'entreprise, mais confronté à leurs difficultés, ils nous disent, quand ça fonctionne, notre première difficulté, c'est d'arriver à recruter les collaborateurs que nous voulons. Et quoi de mieux que les outils de partage de la valeur, de l'épargne salariale, de la participation, de l'intéressement, des primes, etc. Quoi de mieux pour recruter de nouvelles personnes et ensuite pour les fidéliser. Et donc quand on est sur ce que j'appelle de la gouvernance partagée également, on doit changer les méthodes. Vous disiez tout à l'heure, j'ai fait un rêve. Moi, je ne suis peut-être pas encore complètement jusque-là, mais en tous les cas, ce que je veux, c'est que la part, elle augmente. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'elle me paraît juste correspondre aux attentes de nos concitoyens, en termes de volonté de partager et de comprendre aussi dans quelle société ils vivent, mais aussi dans quelle entreprise ils sont. C'est quoi aussi les difficultés qui sont parfois rencontrées par les chefs d'entreprise, les facilités à certains moments, c'est rarement facile, c'est un peu comme les politiques ou la vie en général, mais on ne peut pas reprocher à des collaborateurs, à des salariés, à des ouvriers, de ne pas être solidaires d'une direction quand on ne les associe jamais à la situation tout simplement de l'entreprise. Donc je pense que tout ça est lié et probablement qu'en effet, vous avez raison, c'est pas anodin que et l'ESS et l'intéressement et la participation aient été liés. Et donc embarquer effectivement toutes les entreprises, la société vers l'investissement responsable d'une certaine manière. Alors nous allons aborder la dernière partie de cette table ronde et donc les mots de conclusion. Pierre-René Lemas, vous l'avez dit, vous avez appelé à une mobilisation accrue des acteurs publics, notamment à travers les fonds fléchés et les mesures incitatives. Vous avez un peu devancé cette dernière question puisque vous êtes entouré de 2 responsables politiques convaincus et influentes. Donc, quelle stratégie concrète vous aimeriez leur proposer en qualité de président de France Active, justement pour permettre à l'ESS de franchir un nouveau cap, un nouveau palier? Vous avez déjà évoqué la coopération. Donc, en gros, quelle est cette stratégie collective que vous voulez proposer? La première élément de la stratégie pour l'avenir, à mon avis, c'est, comment dire, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, il faut que le monde de l'ESS, dont nous sommes un des acteurs, se mobilise d'abord lui-même, c'est-à-dire qu'il ait confiance en lui, qu'il ait envie de se mobiliser, de porter collectivement une ambition, que l'ensemble des entreprises de l'ESS, au fond, se disent « je peux faire mieux ». Alors parfois, j'agace un peu en disant « il faut sortir de l'économie du bricolage et des bouts de ficelle ». L'ESS doit se développer dans l'économie réelle. Les entreprises de l'ESS doivent investir. Il faut qu'elles aient les moyens d'investir. Mais elles doivent investir. Elles doivent investir en haut de bilan. Solidarité, industrie financière et développement économique, ce n'est pas antinomique. Si, c'est antinomique dans un monde qui n'existe plus. Mais ce n'est pas antinomique, ça doit aller de pair. Donc pour moi, c'est la première chose. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ESS doit d'abord consolider ses bastions, les endroits où elle est forte, et où elle s'est développée depuis 10 ans, et en réalité depuis bien plus longtemps. Voilà. Quand je dis consolider les bastions, ça veut dire que l'objectif, c'est de rester dans l'ESS. Que beaucoup d'entreprises se disent, mais après, je vais passer dans le secteur lucratif. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vaut la peine? Dans la plupart des cas, ça ne vaut pas la peine. C'est souvent l'inverse qui est vrai. Vous voyez, par exemple, vous citiez tout à l'heure... on a eu ce formidable exemple dans la Meuse. Enfin, on pourrait citer Duralex, que France Active a contribué à financer, Bergère de France, qui a été longtemps cité hier au 140e anniversaire des coopératives. Voilà. Il y a plein d'exemples. Deuxième chose pour moi, c'est en effet coopérer. C'est coopérer. Coopérer entre les entreprises de l'ESS et les entreprises de l'économie classique. Il y a des synergies à imaginer. Ça veut dire aussi... comment dire, coopérer au sein de l'ESS et avec les régions
sous l'impulsion des régions, pour passer des caps. Par exemple, travailler sur des filières. L'ESS a sa place dans ces filières. Ça a été fait en Occitanie, par exemple, autour de l'urgence alimentaire, la filière alimentaire, voilà. Et les entreprises de l'ESS y participent. Ça a été fait en Normandie. Le président Morin avait évoqué tout un travail autour de l'industrie du lin, par exemple, et du textile. L'économie sociale a sa place là-dedans. Et donc, voilà. Alors, ça veut dire aussi que, au niveau régional, c'est pas toujours vrai partout. Je pense que l'ESS doit être intégré dans la stratégie régionale économique générale. Il n'y a pas, pour moi, une stratégie de l'ESS et la stratégie économique. Il faut qu'il y ait une stratégie de l'ESS, c'est prévu par la loi, il y a des rendez-vous biannuels, etc. Mais c'est pas l'un à côté de l'autre. Voilà. Une fois, j'ai dit, il n'y a pas l'économie des requins d'un côté et l'économie des gentils de l'autre. C'est deux éléments qui participent de la même dynamique créatrice d'emploi. Alors, je le disais, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Le moment de vous laisser, Madame la Ministre, Madame la Présidente, peut-être nous dire comment vous voyez la place et le rôle de l'ESS dans les 10 ans à venir, Madame la Ministre. Je pense que dans son esprit, en tous les cas, elle ne doit pas changer. L'ESS doit rester non lucrative, ça va, enfin, pour moi c'est l'essence même. Elle doit rester démocratique et elle doit rester ancrée sur le territoire. Ancrée sur le territoire, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition. Et moi, je partage complètement, on se rend compte à quel point tous les trois, on est totalement en phase sur la nécessité de mieux organiser les filières. Ça, c'est une évidence si nous voulons continuer à progresser et surtout si nous avons envie de passer à une autre échelle. Et ça, c'est peut-être un mot qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. Il faut arrêter d'avoir peur. Que quand on est au niveau régional, qu'on n'ait pas peur parfois d'aller au niveau national, que quand on est au niveau national, on n'ait pas peur d'aller aussi à l'échelon européen. Quand on a de vrais bons outils, de vrais bons produits, il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est peut-être encore ce que je perçois parfois, c'est pas pour nous. Vous savez, comme si on avait vraiment envie, et on le disait au début de mon propos, l'inscription à Bercy, mais encore pour certains acteurs, il peut y avoir le syndrome de ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc on ne doit plus avoir peur, au contraire, on doit vraiment se structurer et s'organiser. L'État doit y mettre aussi un peu de moyens. Je trouve qu'en région et dans les départements, on ne sait pas parfois qui est l'interlocuteur vraiment, qui est bien fléché. Donc moi, j'espère pouvoir obtenir du ministère de l'Intérieur des personnes qui soient fléchées sur l'ESS. Et donc voilà, moi je suis pleine d'espoir dans les 10 ans à venir, si nous arrivons à passer ces caps avec, vous le disiez, parce que c'est aussi évidemment le nerf de la guerre, des vrais outils et des vrais fonds qui soient mis à disposition, mais comme dans l'économie traditionnelle. Et puis, ce que j'aime aussi dans l'ESS et ce que je veux absolument qu'on arrive à perdurer, c'est qu'elle est là aussi pour créer des ponts. Et aujourd'hui, à un moment où on a, hélas, souvent le sentiment qu'on essaie plutôt de créer des fractures que des ponts, eh bien, ce pont entre l'économie sociale et solidaire et l'économie conventionnelle doit absolument être consolidé, voire augmenter toujours plus. Merci Madame la Présidente. Même question, l'ESS dans 10 ans pour vous? Je pense que dans les 10 prochaines années, on doit transformer notre monde et les questions sociales et les questions écologiques sont fondamentales. Et là, je pense que l'économie sociale et solidaire a vraiment un rôle massif, puissant à jouer sur la transformation économique et sociale et bien sûr écologique. C'est d'ailleurs ce que j'ai donné comme mission dans le partenariat entre l'économie sociale et solidaire et la région Occitanie, et qu'il faut vraiment appuyer cette transformation sociale et écologique, et que l'économie sociale et solidaire peut prendre une forme peut prendre une place beaucoup plus forte dans la question de la forme, de la coopération, mais aussi dans les domaines de la transformation sociale et écologique. Donc moi je pense que ce que je mettrais comme feuille de route, la transformation sociale et écologique pour l'économie sociale et solidaire. Très bien, merci Madame la Présidente, merci Monsieur Lebas.
Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Il me reste donc à conclure ce temps pour remercier aussi infiniment les 600 inscrits à ce webinaire. Désolé pour les petits problèmes techniques qui se sont déroulés pendant le webinaire. Il sera évidemment disponible en replay intégralement sur les sites de France Active et de Région de France. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.